Sur initiative du groupe des gériatres du Grand Tunis et en partenariat avec les laboratoires MC Pharma et les laboratoires Lundberg, on vous présente ce webinaire intitulé La dépression du sujet âgé. Très bien. Donc, marhaba bikoum, ce webinaire. Donc, je me présente. Je suis Habib Lej, le directeur médical de MC Pharma. Donc, cher docteur, MC Pharma et le laboratoire Lundbeck ont le plaisir d'organiser ce webinaire. Le thème choisi pour ce webinaire est la dépression du sujet âgé. Et je remercie pour cette occasion le docteur Assad Khalel, psychiatre et psychothérapeute, qui va animer cette séance par une présentation des aspects cliniques et thérapeutiques de la dépression chez le sujet âgé, et qui sera suivi, comme on venait de dire, d'une discussion et de présentation de cas cliniques. Cher docteur, j'ai aussi le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous le groupe de gériatres du Grand Tunis. Et avant de commencer, donc je donne la parole à docteur Maher Chicha, fondatrice et coordinatrice du groupe, pour présenter ce groupe. Docteur Chicha. Merci, Sila Habib. En fait, à mon nom personnel et au nom du groupe Les Gériatres du Grand Tunis, qui est à nouveau né dans la gériatrie et qui organise depuis presque une année un staff par mois dans lequel notre groupe essaie de promouvoir la gériatrie en Tunisie et de partager nos expériences professionnelles dans ce domaine. Donc, d'où ce webinaire et permettez-moi de remercier donc MC Pharma et le laboratoire Lundberg d'avoir accepté d'organiser ce webinaire. Le sujet, comme vous avez dit, effectivement, a été choisi donc à cause de notre appartenance à la famille des gériatres, ceci premièrement, et deuxièmement, à cause des conditions que notre pays vit actuellement avec tout le monde d'ailleurs, et surtout la période de confinement à laquelle nos sujets âgés, nos patients âgés ont été obligés donc de la survivre et qui, nous, les gériatres, donc pour nous, c'est une cause qui pourrait une cause importante de dépression, malheureusement cachée chez le sujet âgé. Donc, je remercie encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté d'organiser ce webinaire et je remercie notre expert, Dr. Lassad Al-Khalil. Merci. Merci, docteur Chicha. Docteur Khalel. Bonjour tout le monde. Je remercie les laboratoires MC Pharma Lundbeck pour cette invitation. Je remercie tous mes collègues gériatres et médecins qui sont là présents pour assister à cette présentation. Donc, en préparant cette présentation, ça m'a remis à des souvenirs qui commencent à être maintenant anciens, où j'ai fait mon DU de géronto-psychiatrie et où j'ai travaillé pendant un moment en tant que médecin responsable d'un centre médico-psychologique pour personnes âgées. C'était une expérience très intéressante et très enrichissante. C'était à Lyon, à Dessines, il y a quelques années de cela. Et donc maintenant, passons directement à la présentation. On va parler des aspects cliniques et essentiellement thérapeutiques aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous cliniciens qui voyons les médecins tous les jours. Et qui présente parfois cette pathologie qui est la dépression. Donc, la dépression est largement sous-diagnostiquée et souvent non traitée chez la personne âgée. Il y a aussi le fait que de nombreuses personnes âgées décédées par suicide souffraient de dépression. On découvre qu'ils souffraient de dépression et la plupart, on trouve qu'ils ont consulté un médecin un mois avant le décès. D'où l'importance vraiment du dépistage de la dépression parce que ça nous permettrait d'éviter ce passage à l'acte. Un bon diagnostic, un traitement nous permettrait d'éviter ce passage à l'acte. Donc, sachez que généralement, un mois avant le passage à l'acte, il y a au moins une consultation médicale. La dépression non traitée peut retarder la rémission, voire aggraver l'évolution d'autres maladies et ainsi augmenter leur mortalité et leur morbidité. Il y a une notion très importante sur laquelle je vais insister, c'est le fait que la dépression est un processus de vieillissement normal. En vieillissant, on ne déprime pas. Si une personne âgée est déprimée, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le processus de vieillissement normal. Il faut prendre ça en considération, l'évaluer, essayer de poser le diagnostic et éventuellement traiter.
Donc, quelques données épidémiologiques. Sachez qu'un tiers des sujets de plus de 65 ans ont une symptomatologie dépressive, bien sûr sans être une dépression majeure. La dépression majeure, c'est seulement 2 à 3% des cas. 10 à 15% font des épisodes dysphoriques. En médecine générale, on a 15 à 30% des sujets âgés qui ont des symptômes dépressifs. 50% sont diagnostiqués uniquement. Et uniquement 20% sont traités de façon adéquate. Donc vraiment, il y a un travail très important en médecine de première ligne pour essayer de dépister ces épisodes dépressifs et les traiter. C'est très important. La dépression est une pathologie qui est traitée par les médecins de première ligne, par les médecins généralistes de première ligne, par les médecins gériatres. Ce n'est pas une pathologie du spécialiste, c'est une pathologie de première ligne. C'est très important d'insister. Le nombre est tellement important qu'il est impossible que ce soit une pathologie du médecin spécialiste. Le médecin spécialiste est là pour la dépression, pour les formes vraiment compliquées ou quand il y a une comorbidité avec d'autres pathologies psychiatriques ou des troubles de la personnalité. La prévalence du décès par suicide est 2 fois plus importante que chez le sujet jeune. Donc, certains facteurs de risque chez la personne âgée favorisent l'apparition, l'éclosion de l'épisode dépressif. Quand on est femme, on a plus de risques de faire une dépression. Quand on a eu dans l'âge adulte ou à l'enfance des épisodes dépressifs, on a plus de risques. Quand on a fait des maladies somatiques sévères, quand on a des maladies somatiques sévères ou douloureuses, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des dépressions du sujet âgé. Quand la désapparentation sensorielle aussi est un facteur favorisant l'éclosion d'un épisode dépressif majeur, l'handicap fonctionnel important, les traumas psychiques quand un conjoint est malade par exemple, certains facteurs sociaux tels que le veuvage, l'isolement, la présence en institution ou aussi les difficultés financières qui peuvent arriver à cette période de la vie. Donc, la dépression. La dépression, au fait, est le même trouble à tous les moments de la vie. Les critères sont donc identiques. Ce que je veux dire par là, c'est que la dépression du sujet âgé, c'est la même maladie que la dépression chez le sujet jeune. Ce n'est pas parce qu'il y a des particularités cliniques que c'est une pathologie différente. C'est la même maladie. Elle a des particularités cliniques, c'est vrai, on va les voir, mais c'est la même maladie et donc on va utiliser les critères qu'on utilise chez l'adulte jeune. C'est les mêmes critères, par exemple les critères du DSM-5. Il y a en fait peu d'arguments pour l'existence d'un sous-type de dépression majeure spécifique du sujet âgé. C'est la même maladie, même s'il y a des différences au niveau de la présentation clinique. Maintenant, une notion, je n'ai pas voulu insister sur l'éthiopathogénie, la biochimie de la dépression, mais je voulais vous montrer cette image. Cette image pour insister sur le substratum organique de la dépression. La dépression est une maladie organique. Là, Marc Georges, dans les travaux qu'il a fait en PET scan, nous montre clairement qu'il y a une hypoactivation au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral gauche dans la dépression. Chez le sujet normal, cette zone, lors de l'accomplissement d'une tâche cognitive, cette zone est activée à gauche, le cortex préfrontal dorsolatéral gauche, alors que chez la personne déprimée, il y a une hypoactivation. Ceci est expliqué par une diminution de la plasticité cérébrale chez la personne déprimée, qui est expliquée au niveau, bien sûr, par la baisse des facteurs de croissance neuronale et toute l'explication neurobiochimique. Mais cette image est très intéressante, elle peut même être utilisée avec les patients pour leur montrer que vraiment c'est un trouble organique et qu'il nécessite logiquement donc un traitement. C'est très important pour ramener cette activation, pour ramener le cerveau à une activité normale. Cette image aussi elle peut être très intéressante à utiliser face aux symptômes cognitifs de la dépression, pour expliquer aux patients les symptômes cognitifs de la dépression et pour leur dire que c'est réversible, qu'on peut passer de cette hypoactivité au niveau du cortex préfrontal à une activité normale au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral gauche. Donc, passons ça, il faut se dire aussi que le diagnostic de dépression
n'est pas un diagnostic sur imagerie, ni un diagnostic sur des tests biologiques, mais sur des critères cliniques. Au fait, c'est un diagnostic critériologique. Dans le DSM-5, par exemple, il nous faut la présence de 5 symptômes, parmi 9, qu'on va voir tout à l'heure, et il faut que ces 5 symptômes soient présents pendant une période de 2 semaines, et il faut que durant ces 2 semaines, le fonctionnement du sujet soit en rupture avec le fonctionnement antérieur. Et parmi ces 5 symptômes, il faut qu'on ait au moins un des 2 symptômes qui sont l'humeur dépressive ou la perte d'intérêt ou de plaisir, c'est-à-dire l'anédonie. Donc, si on voit les symptômes critères, qui sont 9 dans le DSM-5, on a les 2 premiers symptômes qui sont l'humeur dépressive et l'anédonie. C'est des symptômes se référant aux affects. Et donc, c'est le premier groupe. Un de ces 2 symptômes doit être présent. Donc, on doit avoir ou une humeur dépressive ou l'anédonie, ou les 2, bien sûr, mais au moins un d'eux. Et 4 des symptômes qui suivent. C'est-à-dire, premier groupe, c'est le fonctionnement corporel. On va avoir une perte ou un gain de poids, une diminution de l'appétit, une boulimie, une insomnie ou l'inverse, hypersomnie, l'agitation, le ralentissement psychomoteur, l'asthénie. Et le troisième groupe, c'est le fonctionnement intellectuel et cognitif, sentiment de dévalorisation, de culpabilité, troubles de la concentration, pensées de mort récurrente, idées suicidaires. Ce que je veux dire à travers cette liste, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'à travers, quand on voit ces 9 critères, on se rend compte que c'est très vite fait. C'est-à-dire que si vous revenez par le souvenir aux patients que vous avez vus la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est vite fait. Humeur dépressive ou anédonie, et rajouter un peu d'insomnie, de l'asthénie, des troubles de la concentration, un ralentissement psychomoteur, et vous avez le diagnostic de dépression. C'est dire la facilité de faire un diagnostic d'épisode dépressif majeur. C'est pas rare, c'est très fréquent la dépression, et donc il faut essayer vraiment de dépister chaque fois qu'on est face à un épisode dépressif majeur, parce que contrairement aux symptômes dépressifs légers, à l'épisode dépressif léger ou aux épisodes dysphoriques, là, vraiment, le traitement est obligatoire. Donc, ce qui est important aussi par rapport à ces symptômes, il faut que ces symptômes induisent un dysfonctionnement social ou familial. On ne parle pas de dysfonctionnement professionnel parce que c'est la personne âgée, c'est souvent elle est retraitée, donc il n'y a plus de travail, mais essentiellement un dysfonctionnement social et ou familial. Il faut que ces symptômes ne soient pas dus à l'effet d'une substance ou d'une affection médicale générale. Il ne faut pas que ces symptômes soient expliqués par un deuil. Et là, c'est un truc assez particulier qui a changé au niveau du DSM-5. Cette condition a disparu. Au fait, les psychiatres américains, en nous livrant le DSM-5, pensent qu'une personne en deuil, même durant les 2 mois de deuil, a le droit d'avoir un épisode dépressif majeur, et si c'est le cas, il doit être traité. Et ça, c'est une grande nouveauté dans le DSM-5 par rapport au DSM-4. Donc, au-delà de ces critères, moi, ce qui me paraît intéressant dans la clinique de la dépression, c'est d'avoir plutôt un regard dimensionnel. Donc, autour du trépied dépressif classique, tristesse de l'humeur, ralentissement psychomoteur, idée de mort, on va avoir des dimensions telles que l'hostilité, des dimensions cliniques, la somatisation, le déclin cognitif, l'anxiété, le délire, l'hypocondrie, l'apathie, la régression. Et c'est le poids de chacune de ces dimensions qui va caractériser cette dépression. Pourquoi c'est très intéressant, ce regard dimensionnel? Parce qu'il aura un impact au niveau de notre décision thérapeutique. En fonction du degré d'importance de la dimension, par exemple, délire, notre prise en charge va être différente, ou de la dimension somatisation. Parmi les dimensions, les situations les plus fréquentes, on va trouver la somatisation en premier plan, avec les autres dimensions qui vont apparaître ou être plutôt cachées. Et chaque patient va présenter un tableau particulier avec généralement une dimension qui est au premier plan et d'autres dimensions au second plan
telles que le déclin cognitif. D'autres dimensions ne vont pas apparaître, telles que l'hostilité. Et dans d'autres situations, ça sera le déclin cognitif qui sera au premier plan ou le délire. Et à chaque fois, il faudra essayer de voir qu'est-ce qui est au premier plan pour caractériser cette dépression, parce que cela aura probablement un impact au niveau de la prise en charge par la suite. Donc, quelques particularités cliniques chez le sujet âgé, comme on a dit, cette dépression, c'est la même maladie, mais elle a quelques particularités. Au fait, chez le sujet âgé, on va remarquer que les plaintes somatiques sont au premier plan. Le sujet âgé va exprimer moins sa tristesse. Il va avoir une plainte subjective des troubles cognitifs. Il va dire par rapport aux oublis, par rapport à la concentration. La différence avec l'adulte, c'est que quand on fait des tests objectifs, on va trouver parfois chez le sujet âgé, étant donné qu'il peut avoir un MCI ou un début de démence, cette plainte peut être confirmée par des tests objectifs, mais cela ne veut pas dire l'absence de dépression, et c'est pour ça qu'il faut aller essayer d'aller plus loin et d'essayer de voir est-ce que vraiment il y a une symptomatologie dépressive associée à cette plainte cognitive. La présence d'idées délirantes, qui est beaucoup plus fréquente donc, chez le sujet âgé, dans la dépression du sujet âgé. Il y a aussi beaucoup d'anxiété. Généralement, le tempérament prémorbide va être accentué chez le sujet âgé déprimé. Les troubles du caractère vont être plus marqués. On va voir le mauvais côté, on va dire, entre parenthèses, qui va apparaître du sujet. Son tempérament qui était caché va apparaître. Il va y avoir de l'opposition, de la passivité, de l'apathie. Tout ça est beaucoup plus présent chez le sujet âgé par rapport au sujet adulte jeune. Il y a différents types de dépression, on ne va pas toutes les voir, ça change tout le temps. Je pense que ça, c'est les classifications. Nous, cliniciens, c'est essentiellement ce qui est important pour nous, c'est plutôt les dimensions cliniques, toutes ces sous-types, tout ça, ça change tout le temps. Avec le DSM-4, il y avait 3 types, avec le DSM-5, c'est 8, et il y a tout le temps de nouvelles classifications. Ce n'est pas très important pour l'activité clinique. Ce qui est important, comme je vous ai dit, c'est les dimensions. Les dimensions sont aujourd'hui ce que les descriptions classiques étaient hier. Là, on voit les descriptions classiques dans la psychiatrie française. Ça correspond un peu à cette approche dimensionnelle qui arrive aujourd'hui. Donc, il y avait la dépression masquée, la dépression hostile. On pourra revenir, si vous le voulez, après, mais ça, c'est les caractéristiques de chaque type de dépression. La dépression anxieuse, la dépression délirante, qu'on voit beaucoup plus chez les octogénaires, qui a des particularités assez intéressantes. Donc, la dépression délirante. Il y a certains délires spécifiques du sujet âgé, tels que le syndrome du compagnon tardif ou le syndrome de Charles Bonnet, où il y a des دكتور قلال الميكرو نتاعك مخصوص. دكتور قلال votre micro مسكر. Micro. Oui. Voilà. C'est bon. Ben, je m'excuse, mais j'ai rien touché, hein, en tout cas. On revient donc, je parlais des formes cliniques. Il y a la dépression, les délires spécifiques. J'ai parlé du syndrome du compagnon tardif et du syndrome de Charles Bonnet. Dans les délires spécifiques, dans les dépressions délirantes, dans le syndrome de Charles Bonnet, les hallucinations visuelles complexes, riches en détails, comportent souvent des personnages et des animaux. Ça, c'est vraiment des délires spécifiques de la personne âgée qu'on voit dans les dépressions délirantes, avec des dépressions délirantes. Une forme clinique particulière, c'est la dépression mélancolique. Ça,
c'est assez important parce que cette dépression est assez sévère, caractérisée par un ralentissement psychomoteur, une stupeur, une catatonie, une instabilité, une confusion, des troubles cognitifs. Les thèmes les plus souvent observés dans la dépression mélancolique sont l'indignité, l'incurabilité, la culpabilité, les idées de ruine. C'est très important de faire attention à la dépression mélancolique parce que la dépression mélancolique, son pronostic est mauvais et peut évoluer très rapidement vers un syndrome de glissement. Deux syndromes qui deviennent de plus en plus rares de la dépression mélancolique, qu'on observait fréquemment avant, c'est le syndrome d'Ekbom ou délire d'infestation, état persistant durant lequel le patient croit que de petits animaux tels que les insectes, de la vermine et des asticots vivent et se développent sous la peau, ou le syndrome de Cotard, qui est une conviction délirante chez le patient que les intestins ne fonctionnent plus, qu'ils disparaissent ou qu'ils pourrissent. Il a l'impression que son cœur, par exemple, s'arrête. Il a l'impression d'être damné et que il est là pour souffrir alors que son corps est déjà mort. Il y a aussi la dépression vasculaire qui est importante à connaître. C'est plus des lacunes frontales au niveau du noyau gris, dans les post-AVC, parfois connues, parfois pas connues. Elle est très importante à reconnaître, la dépression vasculaire, parce qu'elle donne une moins bonne réponse thérapeutique et donc elle pourrait expliquer certaines résistances parfois. Donc c'est parfois intéressant face à la résistance de faire une IRM et de vérifier est-ce qu'il y a cette caractéristique vasculaire qui expliquerait la résistance. Il y a aussi les dépressions secondaires que le DSM-5 élimine de facto. C'est les dépressions secondaires ou bien à une maladie, Parkinson, dépression vasculaire, hydrocéphalie, pression normale, les maladies endocriniennes, ou les dépressions secondaires à la iatrogénie par la corticothérapie, l'interférent, les bêta-bloquants, beaucoup de médicaments tels que les antihypertenseurs centraux. Et tout ça, c'est des dépressions secondaires et c'est la iatrogénie qui est à l'origine de la dépression. Il y a aussi cette différence qu'on fait entre les dépressions unipolaires versus bipolaires, et au niveau thérapeutique aussi, ça peut induire des conséquences au niveau des médicaments qu'on va donner. Donc, les dépressions unipolaires, il n'y a que des dépressions récurrentes. Dans la dépression bipolaire, c'est ou bien un patient qui a eu des épisodes dépressifs récurrents avec des épisodes hypomaniaques à début précoce, et donc là, ce n'est que l'évolution de sa maladie, et c'est une dépression dans le cadre de sa maladie bipolaire. Parfois, c'est une maladie bipolaire à révélation tardive, c'est-à-dire que le premier épisode pour lequel le patient consulte arrive à un âge tardif. Et donc là, ou bien on est face à deux situations, la situation d'une maladie bipolaire d'évolution très ancienne, mais méconnue parce que les épisodes étaient infracliniques. Ou et ça c'est très rare, j'ai rarement vu des maladies bipolaires de nouveau à la personne âgée. Généralement, c'est des patients bipolaires méconnus parce que ce qu'ils ont eu comme épisode était infraclinique. Le diagnostic différentiel, donc, qu'il faut faire, il faut éliminer tout le temps les dystéroïdies, les démences, les MCI, des situations de deuil uniquement, sans qu'il y ait une dépression associée, certains troubles anxieux, l'abus de substances, les troubles de la personnalité, l'anémie et les effets indésirables des médicaments. Un des diagnostics différentiels qui me semble le plus intéressant à faire, c'est le diagnostic différentiel entre dépression et démence. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve assez souvent avec la personne âgée, surtout face à la dépression pseudo-démentielle. Donc, les principales différences, elles ne sont pas toutes toujours là, mais ça peut nous aider de savoir que le début de la dépression est subaigu, alors que le début de la démence est insidieux. Dans la dépression, l'intervention familiale est précoce. Vite, la famille est vite alertée et va amener la personne âgée consulter. Alors que l'intervention familiale est plutôt
tardive dans la démence. La progression est rapide dans la dépression, elle est beaucoup plus lente dans la démence. La dégradation dans la dépression est discontinue dans le temps, c'est-à-dire il peut y avoir des pauses, il peut y avoir même un petit retour à la normale et puis retour des symptômes dépressifs, alors que la dégradation dans la démence est continue et lente. Dans la dépression, le patient admet son déficit. Souvent, dans la démence, le patient est dans le déni, ignore son déficit. Dans la dépression, le patient apparaît déprimé. Dans la démence, le patient n'apparaît pas déprimé. L'anédonie est un symptôme important à rechercher dans la dépression, on le trouve, alors qu'en dans la démence, avec la discussion, on a l'impression que le sujet est capable de ressentir ou de rechercher du plaisir, chose qu'on ne trouve pas dans la dépression. Aussi, au niveau cognitif, la pensée abstraite est normale chez le patient déprimé. La pensée abstraite est altérée chez le dément. Au fait, pour la pensée abstraite, c'est très intéressant lors de l'entretien d'évoquer des proverbes avec le patient, tels que on met pas, tout ce qui brille n'est pas or, par exemple, et voir comment réagit le patient. Est-ce qu'il est capable de faire l'abstraction et d'expliquer ce proverbe ou il bloque? Et donc, généralement dans la démence, il y a des difficultés à comprendre et à sortir du contexte et à faire de l'abstraction, alors que dans la dépression, c'est possible. Un patient qui est déprimé va répondre souvent par « je ne sais pas » aux questions, alors qu'un dément va avoir tendance à avoir des réponses circonlocutoires et à répondre souvent. Donc, et tout en essayant de dissimuler ces troubles de façon consciente ou inconsciente. Par contre, le patient déprimé est indifférent du jugement de son médecin qui l'interroge. Il ne va pas répondre et il ne va pas essayer de dissimuler quoi que ce soit. Donc, maintenant, on va passer aux aspects thérapeutiques. L'objectif du traitement de cette dépression du sujet âgé étant l'amélioration de l'humeur, du fonctionnement global et de la qualité de vie. Pour ça, on va essayer d'arriver à la rémission tout en évitant les rechutes. Notre objectif doit être toujours la disparition, j'insiste, totale des symptômes et non une diminution des symptômes dépressifs. Pour ça, on va avoir 3 phases de traitement pour atteindre cet objectif. La première phase, c'est la phase aiguë, durant laquelle on va essayer de réduire l'épisode actuel. Cette phase est d'une durée de 3 à 4 mois. Le but étant la rémission complète des symptômes de l'épisode aigu. La deuxième phase, c'est la phase de consolidation, durant laquelle on va essayer d'éviter la rechute. D'une durée de cette phase 4 à 9 mois. Le but est de prévenir la rechute avec une diminution continue des symptômes et une amélioration du fonctionnement global durant cette phase. La phase de prévention, durant cette phase, le but est d'éviter la récidive, la durée 1 an ou plus, ça dépend du nombre d'épisodes. Le but est d'éviter la récidive avec un nouvel épisode dépressif majeur. Donc, ce schéma explique bien tout ça et j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Donc, à un moment donné, arrive la maladie, le patient consulte et là, commence le traitement. On va essayer à ce moment-là d'obtenir une réponse. Et avec le traitement, on va obtenir cette réponse. Le danger, l'erreur, ça serait d'accepter cette réponse. Là n'est pas notre objectif, même si cette réponse est une amélioration assez spectaculaire par rapport au point de départ. Notre objectif doit être la rémission. Parce qu'autrement, même souvent, on va avoir une chute. Nécessairement. Il y aura la qualité de vie. Entrer en phase de consolidation qui va permettre par la suite un rétablissement du fonctionnement normal du sujet. Durant cette phase de traitement où on va essayer d'obtenir une réponse, on peut avoir 2 soucis. Ou bien avoir quand même des symptômes qui persistent, et là on est dans une dépression résiduelle,
ou bien qu'on ne va pas avoir amélioration, on ne va même pas avoir de réponse et on sera dans la résistance. Ces deux cas, que ce soit la situation de symptômes résiduels ou de dépression résiduelle ou de résistance, il ne faut pas s'arrêter et il faut aller plus loin et il faut explorer et il faut trouver des raisons pour cette résistance ou la présence de symptômes résiduels pour la résistance, parce qu'il y a une souffrance et le patient ne s'est pas amélioré, et parce que si on a une dépression résiduelle, de toutes les façons, il va rechuter, le patient, même sous traitement. Donc, le traitement, on parlait en général du traitement, mais ce traitement comporte trois grands axes: la pharmacothérapie, c'est-à-dire les médicaments, la psychothérapie, et si ça ne marche pas, pharmacothérapie ou psychothérapie ou les deux ensemble, alors à ce moment-là, on passe à l'électroconvulsivothérapie. Il y a aussi une autre technique qui est la stimulation magnétique transcrânienne, qui aujourd'hui est une technique nouvelle, mais qui offre une perspective très intéressante, surtout par l'absence totale d'effets indésirables chez des patients polymédiqués. Donc, le traitement, la pharmacothérapie, les médicaments. Là, je vous ai mis une ordonnance qui ne devrait pas être là. C'est le genre d'ordonnance qu'il faut vraiment essayer par tous les moyens de faire disparaître de nos cabinets. C'est une ordonnance où il y a déjà 2 benzos, où il y a un zolpidem à 2 comprimés, où il y a des ratures, où l'écriture est complètement illisible pour une personne âgée, où il y a un renouvellement automatique. C'est vraiment les choses à éviter, à éviter. Pourquoi? Parce que c'est à l'origine d'une iatrogénèse. Et parce que le premier risque d'une prescription chez le sujet âgé, c'est la iatrogénèse. Au fait, chaque fois qu'on écrit une ordonnance pour une personne âgée, le premier risque, c'est d'être iatrogène. La iatrogénie est 2 fois plus élevée après 65 ans. Elle est liée essentiellement à la polyédication. Au fait, la prévalence de la iatrogénie est de 58% à partir de 5 médicaments, 82% à partir de 7 médicaments. Et là, on parle de tous les médicaments et on parle de sujets qui sont polymédiqués. Au fait, 51% des plus que 65 ans consomment 6 médicaments. Si on regarde la France, c'est 7,1 en moyenne. Donc, on a beaucoup de médicaments et donc, il faut vraiment étudier la situation pour savoir qu'est-ce qu'on va rajouter, comment on va le rajouter, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ce n'est pas nécessaire, et les interactions. Cette iatrogénèse, donc dans l'origine et la prescription, est responsable de 10% des hospitalisations chez les plus de 65 ans et 20% chez les octogénaires. Elle doit être évitable. Donc, avant de prescrire, quelques précautions d'usage. Évoquer systématiquement l'alternative non médicamenteuse. Et l'alternative non médicamenteuse, elle peut être des deux côtés. C'est-à-dire que ou bien on est dans une situation où la sévérité n'est pas très importante et à ce moment-là, on peut évoquer des psychothérapies de soutien ou des choses comme ça, dans les dysthymies et dans les troubles de l'adaptation avec humeur dépressive, ou bien aussi dans des situations urgentes où il y a des caractéristiques psychotiques, où il y a une situation qui impose un traitement urgent, et à ce moment-là, peut-être envisager le CT dès le départ et ne pas retarder un traitement qui ne va pas être efficace et qui va aggraver l'état du patient. Donc, il faut analyser pour chaque molécule le bénéfice-risque, pour chaque médicament, en fonction des symptômes cibles et d'un objectif thérapeutique acceptable. Il faut aussi étudier le profil de tolérance, inventorier tous les médicaments, même les non psychotropes, connaître et anticiper les interactions médicamenteuses. Il faut toujours privilégier la monothérapie. Il faut commencer très bas, y aller doucement, mais il faut absolument arriver à la dose efficace. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que prescrire un médicament à dose non thérapeutique, ce n'est pas la peine. On va avoir que les effets indésirables uniquement. Donc, il faut absolument, ce n'est pas parce que c'est une personne âgée qu'il ne faut pas essayer d'arriver à la dose efficace.
informer et éduquer le patient, son entourage sur l'utilisation et les risques potentiels de chaque médicament qu'on prescrit. Il faut savoir aussi que nos seniors ont une mauvaise observance. Tous les travaux le montrent, hein, les personnes âgées sont des patients d'une observance très mauvaise, ils ne sont pas observants. Et cela s'explique par des raisons propres à leur situation, au fait, le nombre de médicaments, le nombre de prises, la galénique, les déficits sensoriels, les troubles cognitifs, tout ça fait que le risque de mauvaise observance est plus important chez ces patients. C'est pour ça qu'il faut essayer de réduire le nombre de médicaments, réduire le nombre de prises, quand c'est possible, bien sûr. Et la galénique aussi, ça c'est un sujet très important. On ne doit pas prescrire un médicament sans penser à comment le patient va le prendre. Et dans ce contexte-là, je vous invite à regarder ce fichier que je pourrais partager avec vous, fait par l'Office du médicament en France, où sur l'ensemble des médicaments qui sont disponibles en France, il vous donne quels sont les médicaments qu'on peut écraser, avec quelles solutions on peut mélanger. Et c'est très intéressant dans la pratique, je pense, de gériatre, de savoir si je peux écraser ce comprimé, si je ne peux pas, avec quelle solution je peux le mélanger. J'ai pris comme exemple, puisqu'on parle aujourd'hui avec les laboratoires Lundbeck, le Séroplex. Le Séroplex, c'est un comprimé qu'on peut broyer, mais j'étais surpris d'avoir cette nouvelle. On ne peut pas le mélanger à des jus de pamplemousse, apparemment. Il faut éviter ça. Mais sinon, le rôle du pelliculage servant et du comprimé de Séroplex sert uniquement à masquer le goût amer du principe actif. Donc, c'est une molécule que les patients peuvent écraser, mettre avec de l'eau ou du jus d'orange ou de pomme et prendre, ça ne pose aucun problème. Juste le jus de pamplemousse pourrait poser un problème. Donc, après la prescription, il faut, une fois décidé la prescription, quels sont les médicaments qu'on va donner, il faut prescrire pour la plus courte durée possible. Je ne parle pas de la prescription totale, je parle du prochain rendez-vous. C'est-à-dire qu'une première prescription dans le cadre d'une dépression, il faut que le premier rendez-vous pour évaluer doit être à 2 à 3 semaines, pas plus, vraiment. Parce que ça ne sert à rien de faire perdre du temps aux patients. Il faut vérifier, est-ce qu'il y a eu une amélioration ou pas. Même si c'est lent, il faut vérifier, surtout pour la première consultation chez la personne âgée, ça va être plutôt les effets indésirables parce qu'il y a un retard au niveau de l'amélioration. Mais c'est très important que les durées de prescription soient courtes, toujours courtes, pas plus que 4 semaines, même après. Il faut réévaluer régulièrement, documenter l'efficacité et non-efficacité et monitorer les effets indésirables. Faire des dosages sanguins, pas d'arrêt brutal ni de modification de plusieurs molécules à la fois. Aussi, quand on modifie un traitement psychiatrique pour la dépression, il faut modifier une molécule, sinon on se perd. Une à la fois. La famille qu'on utilise en premier lieu pour l'épisode dépressif majeur, c'est les antidépresseurs. C'est le traitement de référence de l'épisode dépressif majeur, d'intensité moyenne à sévère. Il faut y aller à dose progressivement croissante jusqu'à posologie efficace. Pour la surveillance des antidépresseurs, il faut un iono, parce que la natrémie, il y a un risque d'hyponatrémie. Il faut monitorer l'NFS, un ECG, vous allez voir, et un syndrome extrapyramidal. Il faut le rechercher. La réponse aux antidépresseurs chez la personne âgée est différée. Vous faites le délai d'action est de 3 à 6 semaines, alors qu'il est de 2 à 3 semaines chez l'adulte jeune. Du coup, il ne faut pas substituer ni modifier le traitement trop rapidement. Il faut attendre. Chez le sujet âgé, il faut attendre. Mais attendre ne veut pas dire ne pas surveiller. Revoir le patient, même si c'est juste pour surveiller. Ce n'est pas pour voir est-ce qu'il y a une amélioration ou pas. Il faut attendre. On n'aura pas de réponse avant 3 à 6 semaines.
Maintenant, une fois on est arrivé à la rémission et que le traitement va bien, il faut maintenir ce traitement 1 an si c'est un premier épisode, il faut le maintenir 2 ans si c'est un deuxième épisode. Et si le patient a fait plus que 2 épisodes, il ne faut pas hésiter à lui dire que ce traitement, il faut le prendre à vie. Pour les antidépresseurs et le choix des antidépresseurs, en première intention, il y a beaucoup de guidelines, il y a beaucoup parfois de différences, mais généralement, la première intention, c'est antidépresseur ou antidépresseur plus psychothérapie. Et généralement, c'est les IRS, le citalopram, les citalopram, la sertraline. Même, on peut même utiliser les IRSNA en première intention, telles que la venlafaxine. En deuxième intention, ça sera plutôt le bupropion ou la mirtazapine, malheureusement, qui ne sont pas disponibles. Surtout la mirtazapine, vraiment, malheureusement, elle n'est pas disponible. Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé des dimensions, c'est un peu par rapport à ça, parce que certaines dimensions, certaines molécules marcheraient mieux avec certaines dimensions. Par exemple, la venlafaxine, le milnacipran et la duloxétine, en Tunisie, on n'a que la venlafaxine, sont très intéressantes dans les formes somatiques, algiques, quand il y a des douleurs ostéo-articulaires, des douleurs neuropathiques. Dans ces situations-là, vraiment, la venlafaxine peut être très intéressante. Les IMAO sélectifs, on n'en a pas, sont très intéressantes pour le ralentissement psychomoteur, l'émoussement affectif, l'anédonie. Les deux nouvelles molécules, le Brintellix et la vortioxétine, sont très intéressantes par rapport à leurs propriétés anxiolytiques et parce qu'ils n'induiseraient pas d'hyponatrémie. La mirtazapine est très, très intéressante pour les patients qui ont des troubles du sommeil. D'ailleurs, la prise de mirtazapine se fait le soir, c'est un antidépresseur qu'on prend le soir et qui permet d'éviter la prescription d'un hypnotique ou d'un sédatif le soir. On a une molécule qui nous permet à la fois d'avoir un effet antidépresseur et un effet sédatif. La tianeptine qui est disponible est assez intéressante dans les formes somatiques. L'agomélatine aussi pour les troubles du sommeil. Et donc, la prescription sur la dimension clinique, en fonction de la dimension clinique, est très intéressante. Les effets indésirables des IRS, l'hyponatrémie, l'allongement de l'espace cuté, elle est dose dépendante, surtout pour les citalopram et le citalopram. Mais quand je parle de dose dépendante, c'est-à-dire que cet allongement de l'espace cuté, c'est à partir de 20 mg, de plus que 20 mg. On ne va pas penser à ça avant 20 mg. Mais si on monte à 30 mg, à 40 mg, parce que ça peut se faire, c'est des prescriptions qu'on peut être amené à faire, à ce moment-là, il faut faire attention à l'espace cuté. Mais jusqu'à 20 mg, normalement, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un risque hémorragique avec les IRS, il faut faire attention, surtout qu'on est avec des sujets qui peuvent être sous des anticoagulants. Et d'ailleurs, il faut, quand on prescrit un IRS, vérifier les constantes, les tests biologiques, TP, TCK, tout ça, parce que ça peut être modifié par la prescription des IRS. Un syndrome extrapyramidal, les troubles gastro-intestinaux, une insomnie, parfois c'est l'inverse, c'est la somnolence, on peut avoir des dysfonctions sexuelles, des céphalées. Tout ça, c'est des effets secondaires qui sont parfois présents, parfois pas présents. Ça reste quand même des molécules assez safe, hein, malgré toute cette liste d'effets indésirables. Une situation particulière, c'est la dépression chez la personne âgée démente. Deux situations se présentent. Si la symptomatologie dépressive est légère ou courte durée, on va essayer d'éviter le traitement, une intervention psychosociale de soutien en première intention, et c'est tout. Si la dépression est plutôt caractérisée, associée, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les critères, les 5 critères et tout, à ce moment-là, on va mettre en place un traitement, un IRS, un IRSNA, et puis on va rajouter de la thérapie, donc c'est possible, TCC, différents types de thérapies telles que les stimulations multisensorielles, les thérapies par réminiscence. Ça, c'est très intéressant. Ça peut être vraiment intéressant à la fois pour la dépression et pour la prise en charge de la personne démente.
S'il y a présence de symptômes psychotiques, à ce moment-là, il faut directement associer un antipsychotique atypique par rapport à ces symptômes psychotiques. Si on n'a pas d'efficacité malgré cette prescription en premier lieu et malgré la présence d'antipsychotiques atypiques, ou si on est en situation urgente, il faut évoquer immédiatement l'électroconvulsivothérapie qui est la solution à ce moment-là. Pour une situation aussi particulière qui est la dépression vasculaire, le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire est nécessaire pour prendre en charge cette dépression. Les neurologues nous conseillent plus la fluoxétine en première intention pour la dépression vasculaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter la venlafaxine par rapport à toutes les histoires sur l'augmentation de la tension artérielle, mais même si ça reste quelque chose qui est discutable. Donc, ces informations sont issues du Canadian Coalition for Senior Mental Health. Donc, une molécule sur laquelle je voulais insister, c'est le lithium. Le lithium, malheureusement, n'est prescrit pratiquement que par les psychiatres, souvent. Alors qu'il peut être une molécule très intéressante pour potentialiser l'action d'un traitement antidépresseur. Quand un traitement antidépresseur ne marche pas, donner du lithium peut potentialiser son action. Surtout que cette molécule est très intéressante. Au fait, elle a des effets anti-suicides et elle a un effet neuroprotecteur. D'ailleurs, un des professeurs que j'ai eu durant une formation, un professeur à Boston, insistait sur cet effet neuroprotecteur. Et d'ailleurs, il prenait du lithium, il prenait 50 mg jour, parce qu'il pensait que ça pouvait le protéger contre la maladie d'Alzheimer. Au fait, cet effet neuroprotecteur, il se fait via l'expression de gènes anti-apoptose et à travers le blocage des dépôts amyloïdes et à travers la synthèse de facteurs de croissance neuronale, BDNF, et la neurogénèse hippocampique. Ceci étant, on ne va pas le prendre pour ça. C'est beaucoup plus donc comme un potentialisateur de l'action des antidépresseurs si on est face à une résistance. Sachant que cette prescription de lithium doit être monitorée par une lithémie et un bilan biologique concernant l'urée-créate, la fonction rénale, et la fonction thyroïdienne. C'est très important, surtout que la demi-vie d'élimination est beaucoup plus importante chez le patient âgé de plus que 65 ans. Elle est de 34 heures, alors que chez le jeune, elle est de 18 à 20 heures. Et si cette concentration va monter, là, on n'aura pas un effet neuroprotecteur, mais plutôt un effet neurotoxique. La fourchette thérapeutique est plus basse chez le sujet âgé, entre 0,4 et 0,7. Et si on est dans la logique de potentialiser un traitement antidépresseur, on sera plutôt à 0,4. On sera vraiment à des doses très faibles de théralite, ce qui nous permettra d'obtenir un effet à la fois anxiolytique et potentialisateur de l'effet de l'antidépresseur. Les effets indésirables sont le tremblement, l'hypothyroïdie, la confusion, l'hypercalcémie, l'hyperparathyroïdie induite, l'insuffisance rénale. Sachez qu'il y a une perte moyenne de 0,6 ml par minute par an de clairance. Autre groupe de médicaments qu'on utilise dans la dépression du sujet âgé, c'est les antipsychotiques en adjuvant dans la dépression résistante à caractère psychotique ou bipolaire, donc comme ou comme antipsychotique. Les troubles psychotiques. Oui. Le micro. Allô. Oui. Non, oui. Le micro marche très bien, il n'y a aucun problème. Pourquoi on vous entend très bien. Ah, okay. On vous entend très bien, pas de problème. Donc, les antipsychotiques, ce groupe-là, on adjuvant, donc, comme je vous ai dit, dans la dépression résistante à caractère psychotique ou bipolaire. Donc, la prescription va être ou bien comme antidélire ou comme un thymorégulateur. Dans les troubles psychotiques et schizophrénie tardive,
Dans certaines formes de confusion, ça permet de limiter les troubles du comportement. Ça peut être aussi prescrit dans les troubles psychocomportementaux de la démence. Après balance bénéfice-risque et élimination de l'étiologie organique ou iatrogène. Mais sachez qu'il n'y a aucun effet préventif de ces molécules sur l'apparition des troubles psychocomportementaux. C'est-à-dire que chaque prescription doit être une prescription par rapport à une symptomatologie et ça doit être réévalué et éventuellement arrêté. J'ai laissé ce groupe en dernier, malgré le fait que c'est le groupe le plus prescrit des médicaments chez les personnes âgées et dans la dépression surtout. C'est un groupe que j'aime pas beaucoup, que j'affectionne pas beaucoup, qui a 6 propriétés pharmacologiques communes. C'est un anxiolytique, c'est un hypnotique. Ils sont sédatifs, mieux relaxants, amnésiants et anticonvulsivants. Alors, une étude en France a montré que 64% des consommateurs sont des femmes. Il y a 11 500 000, c'est énorme, de Français qui ont consommé au moins une fois une benzo. Il y a 22 molécules, 22 benzos. C'est des molécules qui sont consommées de façon très importante en Tunisie et il faut vraiment qu'il y ait une conscience par rapport à ça. C'est très dangereux et c'est des molécules complètement inutiles sur le long terme parce qu'ils n'apportent aucune solution. C'est des médicaments qui doivent être réservés à l'urgence, à gérer une situation d'urgence ou une situation au début d'un traitement uniquement. Et dans ce contexte-là aussi, puisqu'on parle des sujets âgés et des dépressions du sujet âgé, sachez que les benzos, quand on est obligé d'utiliser des benzos chez les sujets âgés, il ne faut pas utiliser des benzos à demi-vie longue. Et les molécules, les benzos qui sont à demi-vie rapide sont ceux-là uniquement. Les autres, vraiment, c'est des demi-vies qui ne sont pas compatibles avec le métabolisme d'une personne âgée, les risques, tout ça. Donc, pour changer, si vous avez des patients qui sont sous ce genre de molécules, il y a la possibilité aussi de changer avec des équivalents, parce qu'ils sont équivalents. C'est pour ça qu'une prescription de 2 benzos n'a aucun sens. Au fait, les benzodiazépines, il y a des équivalences il y a un site là qui est très intéressant où vous aurez toutes les équivalences pour savoir, pour par exemple 2 mg de Temesta, c'est 10 mg de Valium, c'est 2 mg de Rivotril, c'est 1 mg de Xanax. Et comme ça, on peut switcher vers des molécules à demi-vie courte pour les sujets âgés. Mais ce n'est pas une solution comme essaie de nous convaincre cette publicité. Les effets secondaires des benzodiazépines, c'est les troubles cognitifs, très importants, amnésie, troubles de concentration, et qui peuvent persister par la suite. Les chutes, un risque qui est augmenté de 44% pour les chutes, et ce risque est dose dépendant, il est maximal dans les 7 jours après initiation du traitement, il reste supérieur même après 30 jours. Il faut, pour les molécules à demi-vie courte, le risque de chute, c'est plutôt nocturne, alors que pour les molécules à demi-vie longue, le risque est carrément diurne, c'est-à-dire la journée, c'est encore plus dur. Donc, le problème majeur, c'est la dépendance, c'est-à-dire, si on va faire une évaluation, on va trouver que la majorité des patients qui sont sous benzo ne sont pas sous benzo parce qu'il y a des symptômes, mais parce qu'ils sont devenus dépendants aux benzodiazépines. Donc, il y a aussi les risques de réaction paradoxale ou le risque d'inversion du cycle nictéméral à cause des benzodiazépines. Chaque fois que vous allez prescrire des benzos, essayez d'anticiper et pour proposer une stratégie d'arrêt. Dès l'instauration du traitement, il faut expliquer aux patients la durée, les risques, les effets indésirables, notamment la dépendance, les modalités d'arrêt. Et chaque fois que vous avez un patient qui est déjà traité quotidiennement depuis plus de 30 jours,
Au moment du renouvellement de l'ordonnance, il faut proposer une stratégie d'arrêt, faire une évaluation. On va voir, je vous propose l'échelle cognitive d'attachement aux benzodiazépines. Il y a un site qui est theprescribing.org, qui est un site très intéressant qui propose des schémas de sevrage, non pas pour uniquement les benzos, mais pour d'autres molécules. Mais les schémas concernant les benzodiazépines sont intéressants. Vous pouvez le visiter et voir. Là, c'est l'échelle cognitive d'attachement aux benzodiazépines, très intéressante pour voir et pour montrer à quel point il y a une dépendance. Il y a aussi les psychothérapies, pas uniquement les traitements médicamenteux. Il y a les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, les thérapies interpersonnelles, les thérapies basées sur la résolution de problèmes, les thérapies de réminiscence dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de psychothérapies selon la disponibilité, selon la capacité du sujet âgé à adhérer à ce genre de protocole. Ça peut être très intéressant, surtout pour le maintien de la réponse qu'on a obtenue. C'est-à-dire pour le maintien de la rémission, les psychothérapies ont montré un effet très, très important. Maintenant, si tout le traitement médicamenteux ne marche pas, ou si la situation est urgente, ou s'il y a vraiment des facteurs de résistance très importants, il faut envisager l'électroconvulsivothérapie. L'électroconvulsivothérapie est d'usage fréquent en Europe et en Amérique du Nord, en Australie. Ce n'est pas le cas chez nous, elle est d'utilisation peu fréquente et encore moins fréquente chez le sujet âgé chez nous. Alors que, par exemple, quand on voit les chiffres, l'utilisation de l'ECT chez les plus de 65 ans représente un tiers des patients en Australie et 48% des patients aux USA. L'ECT vraiment est le traitement de choix, si j'ose dire, chez la personne âgée, parce que les résultats sont très intéressants chez la personne âgée plus que l'adulte jeune. Donc, efficacité, 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 et l'âge n'est pas un frein à l'ECT, contrairement aux autres techniques. Maintenant, il y a un effet indésirable, c'est les troubles de la mémoire qui sont transitoires, c'est des troubles de la mémoire de travail, mais qui sont transitoires durant la période de traitement. L'efficacité de l'ECT est supérieure aux antidépresseurs, quel que soit l'âge, les études l'ont montré. Le délai de réponse à l'ECT est plus rapide, 3 plus ou moins 1 par semaine, alors que les médicaments mettent un peu plus de temps. Le taux de rémission est supérieur, on a 63% de plus de rémission par rapport à 33% de rémission avec les médicaments. Et puis, c'est surtout ça, l'âge est un marqueur prédictif de réponse, c'est-à-dire la personne âgée a une prédiction de réponse supérieure, c'est-à-dire que plus la personne est âgée, on aura une meilleure réponse. Là, on voit l'utilisation de l'ECT en Europe et aux États-Unis. L'utilisation est beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées. Là, on voit la rapidité chez les patients traités en ECT et par rapport aux patients traités au traitement et le degré de rémission qu'on obtient. Donc la différence est très importante. Il y a des situations particulières quand la dépression est associée à une démence, l'efficacité n'est pas l'efficacité sur la dépression est intéressante. Par contre, on a peu de données sur une amélioration des symptômes démentiels. Certains veulent rapporter, mais ça reste anecdotique. Ce qui est certain, c'est que ça peut être utile à un moment donné, surtout par rapport à l'angoisse, par rapport à l'instabilité qui est associée à cette dépression chez la personne démente. Dépression et Parkinson, là vraiment, il y a une amélioration très importante de la dépression associée à une amélioration des troubles moteurs. Au fait, il va y avoir une vidange dopaminergique à chaque fois, à chaque séance, ce qui améliore réellement les troubles moteurs. Donc, dépression et Parkinson, c'est une indication de choix pour l'ECT, l'électroconvulsivothérapie ou sismothérapie.
Modalité particulière, l'anesthésie, il faut faire un bilan pré-anesthésique, il faut faire attention aux antécédents cardiovasculaires, il faut voir s'il y a ostéoporose, il faut faire attention, il faut évaluer la situation, est-ce qu'on peut faire l'anesthésie, est-ce qu'il y a il y a des situations qu'il faut éviter, par exemple s'il y a un infarctus récent, s'il y a une hémorragie cérébrale récente, s'il y a une hypertension intracrânienne, tout ça, c'est des contre-indications relatives qu'il faut éviter la sismo et essayer de stabiliser avant le patient. Par contre, il faut savoir que certaines situations où le patient est suicidaire, ou dans certaines situations de syndrome de glissement, il faut quand même passer à l'ECT parce que le pronostic vital est engagé. Donc, une fois la cure faite, une fois on a une amélioration clinique, il faut envisager la continuation. Est-ce qu'on remet un traitement pour éviter la rechute ou continuer par des ECT? Ça peut être très intéressant parce qu'il n'y a pas d'effet indésirable. On peut faire des ECT d'entretien. Ça nous permet de diminuer les hospitalisations selon plusieurs études, mais la fréquence des séances d'entretien, généralement, c'est une fois par mois, mais ce n'est pas une règle. Une autre technique qui est la stimulation magnétique transcrânienne est intéressante. Par contre, là, il y a certaines études qui montrent que l'âge influencerait l'efficacité du traitement et que la RTMS serait plus adaptée pour les sujets jeunes. Ceci étant, ça reste controversé. On sait que cette technique est complètement inoffensive, aucun effet indésirable, et donc elle pourrait être une solution pour des patients qui présentent un risque aux antidépresseurs et à qui on ne veut pas rajouter un autre médicament. Donc là, ECT ou RTMS, clairement, quand on compare, quand on compare le CT à l'RTMS, on voit qu'il y a une amélioration beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante avec le CT. Par contre, à 6 mois, on a pratiquement le même résultat. Efficacité comparable à 6 mois. Là, un petit schéma pour résumer au niveau thérapeutique. On a une dépression du sujet âgé. Si elle est légère ou modérée, ça sera les médicaments. Si ça ne marche pas, ça sera l'RTMS. Si ça ne marche pas, ça c'est une technique dont je ne vous ai pas parlé, qui est la TDCS, mais qui peut être intéressante aussi. Et si tout ça ne marche pas, on passe à l'ECT. Il y a plusieurs techniques de l'ECT. On peut aussi utiliser la stimulation du nerf vague ou la MST qui est une technique de stimulation magnétique comme l'ECT, mais au lieu d'utiliser le courant, on utilise l'énergie magnétique. Si tout ça ne répond pas, à ce moment-là, c'est des techniques de chirurgie neurologique avec une stimulation profonde. Mais ça, chez nous, c'est presque de la science-fiction. Donc ça, c'est les références que j'ai utilisées. Merci pour votre attention. Merci, Dr Khalel. Merci. Manache, est-ce qu'il faut intervenir maintenant parce que vous avez beaucoup de questions? Ah oui. Hein? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fait passer un cas clinique ou va d'en répondre aux questions? Comme vous voulez. C'est à vous de décider. Docteur Mahesh, voilà, je pense qu'on pourra quand même répondre à une partie des questions et puis enchaîner avec un cas clinique. Ok. Bien, très bien. Donc, si vous permettez, je vais vous lire les questions. Si vous avez des questions, donc je vais essayer de voir quelques questions. Un patient dément peut avoir une dépression et en plus, comment faire la part des choses? C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, quand on revient à ce tableau, il y a des trucs en jaune, je ne sais pas c'est quoi. Oui. Hein?
Je sais pas. Ouais. Moi non plus. Pas de Mais quoi. c'est pas grave, c'est lisible. Ouais. Donc, c'est cette, au fait, cette indifférence, par exemple, chez le déprimé, cette anédonie, au fait, cette incapacité à ressentir du plaisir. Euh, Quand je parle de la démence, je parle d'un début de démence. Hein, je ne parle pas de quelqu'un qui est en phase terminale. Je parle d'un début de démence. Il est possible, à travers ces points-là, de faire vraiment la différence. Sachant aussi qu'il y a le tableau de dépression pseudo-démentielle pour lequel il est très intéressant de commencer un traitement parce qu'on peut obtenir une amélioration. Et certains symptômes de la démence, au fait, ne sont que des déficits cognitifs de la dépression ou en partie. Maintenant, ça peut être les deux. Mais je pense qu'il est intéressant d'initier toujours un traitement et de voir comment ça évolue, sachant que il y a quand même quelques points sur lesquels on doit insister et qui peuvent nous permettre de comprendre la différence. Par exemple, des antécédents de dépression à l'âge adulte, des antécédents familiaux de dépression. Euh, euh, cette évolution, quand je parle d'une évolution discontinue, au fait, la dépression ne vient pas comme ça d'un seul tenant. C'est petit à petit, c'est par un système presque de gouttes à chaque fois et jusqu'à ce que ça devient ingérable. Et puis, ça aussi, c'est très important, cette histoire d'utiliser. Je vous invite à l'essayer, ça, à donner des proverbes, c'est-à-dire, on va dire aux patients, l'habit ne fait pas le moine. Et essayer de comprendre, ça veut dire quoi, l'habit ne fait pas le moine? Quelqu'un qui demande ne va pas réussir à sortir du contexte, il va rester dans les habits, le moine, alors que un patient déprimé va dire il va avoir cette capacité de sortir du contexte que le démon n'a plus, comme aussi dans la schizophrénie aussi où le patient atteint de schizophrénie est incapable d'abstraction. Si vous permettez, docteur Oui. Khaled, je sais qu'on a parmi nous plusieurs amis et plusieurs gériatres. Je pense que la dépression aussi, chez le sujet âgé, on peut utiliser les échelles d'évaluation et de dépistage de la dépression, c'est le sujet âgé. Et nous, en gériatrie, on les utilise souvent. Et je sais que ça peut nous aider à faire la différence. Hakawale, docteur Brik, vous... Ah oui, j'allais poser cette question. Peut-être Dr. Khaled. Le GDS, c'est le mini GDS, dont on utilise beaucoup. Mais bon, ça c'est pour des utilisateurs des échelles. Hein. Bon, il a parlé beaucoup clinique, il a vu Dr. Khaled, les classifications, il n'a pas voulu les utiliser beaucoup, ça reste de la classification, mais la clinique, elle prime. Mais particulièrement en gériatrie, on utilise le gériatrique de Plessner. Exactement. Exactement. D'ailleurs, nos amis gériatres, ils ont commenté dans ce sens, Dr. Ktali Nizar et les autres gériatres. Voilà. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si je peux répondre. Tout à fait, tout à fait d'accord. Les échelles sont très intéressantes. Il y a les échelles spécifiques à la gériatrie. Il y a les échelles aussi de la dépression, les échelles de fonctionnement global. Mais je n'ai pas voulu tout détailler ici. Je voulais une information plus fluide, mais bien sûr, ça reste très intéressant d'utiliser les échelles cliniques. Mais la notion qui m'intéressait le plus à transmettre, c'est qu'il ne faut pas essayer par tous les moyens de mettre le patient dans une catégorie donnée. Ce n'est pas le plus important, mais de le traiter. Et pour le traiter, c'est plutôt vraiment les dimensions. C'est-à-dire les dimensions cliniques, est-ce qu'il y a de l'anxiété? On va essayer de traiter cette anxiété. S'il y a du délire, il faut essayer, ça dépend, si le délire pose problème ou pas. Là, il y a deux écoles, il y a certaines qui sont pour le maintien à un certain degré du délire, d'autres, il faut le traiter. Mais
c'est les dimensions cliniques pour moi qui priment, qui sont très importantes. On n'est pas dans un travail de recherche, mais dans un travail clinique où on va essayer de savoir est-ce qu'il y a une dépression ou pas. C'est ça le plus important, vraiment. C'est vrai que les échelles, parfois on prend beaucoup de temps à les faire. Mais quand même, en gériatrie, on a la spécificité d'avoir des mini. في كل échelle, on a des mini, qui on a le mini JDS, c'est 4 questions rapides. S'il y a une question qui n'est pas bonne, donc on passe au GDS 30. Mais bon, le mini JDS est suffisant pour poser le diagnostic d'une dépression sexualisée avec la clinique, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Et le mini GDS, c'est une minute, c'est pas plus. Une à 2 minutes. Tout à fait, tout à fait. Vous parlez à un convaincu, parce que moi, pour tous mes patients, je fais systématiquement des échelles d'évaluation, parce que je fais de la stimulation. Je fais le TT et donc je fais des batteries de tests à chaque consultation. Maintenant. Non, mais bon, quand on est face à des gériatres, vous parlez du GDS. Effectivement, effectivement. Je pense qu'on doit un peu avancer. C'est l'Habib, si on peut regrouper les questions en thèmes. Voilà. Justement, j'allais le dire, j'ai condensé quelques questions. Il y a des questions qui disent la durée d'apparition de l'effet d'un antidépresseur, elle est généralement de 2 semaines. Qu'en est-il pour le sujet âgé? Et quel est le meilleur, entre parenthèses, antidépresseur et le sujet âgé? Des réponses courtes, si vous permettez, Dr Khaled. Le délai, on en a parlé, il faut plus chez le sujet âgé. Donc, il faut savoir que ça prend plus de temps chez le sujet âgé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut attendre avant de changer. L'autre question, quel est le meilleur antidépresseur pour le sujet âgé? Je ne pense pas qu'il y a un meilleur antidépresseur, honnêtement, parce que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Tout dépend des dimensions qui sont au premier plan. Tous les IRS se valent quelque part, mais il y a des IRS qui sont plus pour les situations où il y a par exemple, plainte somatique. Il y a d'autres qui sont plus anxiolytiques. Et ça dépend. Et après, même avec tout ça, l'expérience montre qu'il y a ce qu'on appelle une susceptibilité individuelle qui peut tout changer. Il y a des molécules qui marchent dans une famille. C'est-à-dire, par exemple, ça va être de la sertraline pour les épisodes dépressifs des parents, des grands-parents, tout. Ils sont sensibles à cette molécule et ils ne sont pas sensibles à d'autres. Vraiment, on n'est pas encore à une situation où on peut parler d'un meilleur antidépresseur. Il y a les études qui comparent les antidépresseurs, qui nous donnent une idée, mais ça reste des études. Généralement, les 2 molécules les mieux tolérées chez les sujet âgé, les citalopram et la sertraline. Tout à fait, c'est ce que j'ai mis. C'est ce que j'ai mis. Le citalopram et les citalopram et la sertraline. C'est vrai, c'est clair, c'est clair. On a parmi nous notre ami Dr Radouane Hadiji de l'Algérie, qu'on salue tous. Donc, il vous pose la question suivante, Dr Lassad Khaled, est-ce qu'il y a un questionnaire standardisé, mais en langue arabe pour le dépistage de gériatrie, de la dépression, pardon? Wallahi, je ne sais pas. Moi aussi, Dr Brick, vous avez une réponse? Wallahi, il n'y a pas les versions arabisées, autour de la démence. On a beaucoup de versions arabisées, l'MMS, l'épreuve des 5 mots, femmes. Mais la dépression, à mon avis, là, ça n'a pas été fait.
On devra peut-être y penser dans notre groupe et préparer quelque chose dans ce sens à valider. Sinon, je vais regrouper, si vous permettez, Sila Habib, les questions de Dr Qadr, notre amie Ralia du groupe, puisqu'elle a fait une thèse, je pense, sous mémoire pour la dépression en sujet âgé. Donc, elle vous demande pour le moment, est-ce qu'il y a une prédominance entre hommes et femmes? Quelles sont les régions qui sont beaucoup plus atteintes de dépression en Tunisie? Est-ce que vous avez enfin, des chiffres et des données épidémiologiques par rapport à la dépression de sujets âgés? La prédominance, elle est plutôt chez la femme, clairement, comme chez l'adulte jeune. Euh, pour des, euh, pour des données épidémiologiques en Tunisie chez le sujet âgé, je n'ai pas cette notion. J'ai cherché de l'épidémie en Tunisie, je n'ai pas trouvé. On a sur la population en général des données, mais on n'a pas des données concernant le sujet âgé en particulier. Pour les régions, ce que je sais, c'est qu'il y a la région de... Mais ça, c'est beaucoup plus pour les jeunes, hein, pas pour les adultes, mais il y a la région de Kairouan où vraiment il y a une prévalence plus importante de dépression et surtout des suicides. De toute façon, elle est tellement fréquente, la dépression en sujet âgé, qu'on va la trouver partout. Partout, D'ailleurs, je pense que le nombre de suicides en Tunisie, il est plus important chez le sujet âgé, si je ne me trompe pas. Hein. Il est 2 fois normalement. C'est une constante. On a des chiffres, Brabi. لا ما عنديش des chiffres. لا ما عنديش des chiffres. على السويسيد، على السويسيد. Oui, docteur Mehé, je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez, bien Madame Mehé, docteur Mehé. عسلامة دكتور قلال. أنا دكتور غالية خضار. J'ai fait un sujet de mémoire en gériatrie avec le professeur Labed sur la population tunisienne du Grand Tunis. Et on a 16% de dépression entre le mineur et le majeur, bien sûr. 16%, c'est âgé de plus de 65 ans avec une prédominance féminine, avec un taux de risque suicidaire à 2%. À l'échelle de Grand Tunis. Il n'y avait pas de passage à l'acte, c'est un interrogatoire qu'on a fait. Et ce sont des chiffres alarmants. C'est une thèse qui a été soutenue un peu tard, c'était en 2007, voilà. Et le chiffre ne fait qu'augmenter. Actuellement, il ne fait qu'augmenter. Il y a eu des mini-études qui ont été faites, il ne fait qu'augmenter. Mais les chiffres, elle est chargée en 2007. Le sujet de mort est enregistré à la faculté de médecine de Tunis et ce sont des chiffres alarmants. Depuis 2007, quand je travaille sur ça, la dépression et... Donc, c'est une étude épidémiologique. Hein? Épidémiologique, et beaucoup plus épidémiologique, oui. Pour avoir des chiffres, on voulait avoir des chiffres. Avec le professeur Rajel Ben Tarazi. Intéressant, oui, intéressant. Donc voilà, au moins on a un chiffre tunisien. Voilà, oui, merci beaucoup, Dr Ralia. C'est pourquoi on a choisi ce sujet, c'est assez fréquent. Voilà. Je ne sais pas si on va enchaîner avec les questions ou on va avoir un cas clinique. Je pense que les questions, j'ai oublié, Dr Khalel, au fur et à mesure de la présentation terme. Il y a juste une petite question par rapport à l'évaluation et le contrôle de l'ionogramme et de l'ECG par rapport aux effets indésirables. Il faut les contrôler quand, approximativement. Donc, la rythmicité de contrôle. Je pense que si on envisage une première consultation à la 3e semaine, un premier contrôle à la 3e semaine, il faudrait envisager de faire un ECG à la première consultation et à la 3e consultation. Il faut laisser le temps à la molécule. Mais ça, dans le cas, comme je vous ai dit, si on utilise de fortes doses, vraiment pour l'ECG, pour le iono, je pense qu'il faut aussi, à 6 semaines, faire un contrôle. Ouais. Est-ce qu'une dernière question avant de passer au cas clinique, Dr Khaled, si vous permettez, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont dépressiogènes spécifiquement chez la population gériatrique? Les anti-hypertenseurs, les bêta-bloquants, les anti-hypertenseurs centraux, essentiellement. Je ne sais pas, il y a beaucoup de médicaments. Là, je n'ai pas la liste, mais on n'a pas vraiment un médicament comme pour, par exemple, les jeunes femmes en dermato, là, comment il s'appelle, l'anti-acné.
On n'a pas d'équivalent en gériatrie. Je n'ai pas cette notion. Mais beaucoup de médicaments peuvent avoir des effets dépressogènes. Mais pas autant pour faire la comparaison. Par exemple, je ne sais pas si vous avez une idée sur le pouvoir dépressogène du cure-acné. Impressionnant. Impressionnant. Ouais, on n'a pas d'équivalent en gériatrie. Une question, Dr. Khaled. Je peux, mais Oui, Dr. Briki, oui. vous avez... Dr. Briki, Dr. Yassine Bakar aussi qui demande la parole. On va lui donner la parole, il est notre invité. Dr. Briki le fera juste après. D'accord. Merci. Allô? Oui, toi, docteur. عسلامة سامحني دكتور بريكي pour تفضل سي ياسين تفضل. عايشك. Merci docteur Khalel, merci à tous les intervenants pour cette belle prestation. Ma question c'est par rapport à la première consultation en rapport avec le suicide du sujet âgé. Bon, on a parlé des études et tout, apparemment on n'a pas des études documentées par rapport à ça. Parce que par rapport au sujet âgé, je crois que peut-être des études par rapport au sujet jeune, un mois avant l'épisode dépressif et le passage à l'acte. Allô? Oui. On vous entend, Donc ma question, c'est par rapport à ça. Par rapport au sujet âgé, vous avez parlé d'un nombre excessif de suicides. Oui. Bon, est-ce qu'il y a des papiers là-dessus? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de papiers là-dessus. Et souvent, c'est des suicides qu'on aurait pu éviter avec un dépistage plus rigoureux. Mais c'est pas uniquement, c'est pas la Tunisie, hein, c'est à l'échelle mondiale. Oui, je sais, sur le plan mondial, oui, mais par rapport à la Tunisie, je sais, même sur le plan des sujets jeunes, c'est sous-diagnostiqué. Donc, est-ce qu'on a ces études par rapport à l'échelle nationale? Non, moi je n'ai pas connaissance de ce genre d'études. Peut-être qu'il y a des études, mais je n'ai pas connaissance. Oui, mais même sur le plan pratique, on ne voit pas ça, des sujets âgés qui se suicident pour une pathologie endogène ou exogène. Le suicide, maintenant, je ne parle pas de la tentative de suicide. Ce que je parle du suicide aussi. Ce que je sais, c'est que le suicide chez la personne âgée est souvent pas diagnostiqué. Voilà. On n'en parle pas, c'est un sujet tabou. C'est souvent masqué, c'est très difficile d'avoir les vrais chiffres. C'est très difficile. Voilà, merci. On parle du suicide. Ma question est la suivante. Vous avez évoqué, Dr. Khalel, le syndrome de glissement en gériatrie. C'est une situation qui est fréquente, hein, on le voit souvent. D'abord, est-ce que c'est une complication d'une dépression, ou c'est un équivalent dépressif, l'état du syndrome de glissement? Et quand on est face à un syndrome de glissement, quel traitement, est-ce qu'il y a un traitement antidépresseur à instaurer, ou l'électroconvulsivothérapie est mieux indiquée en cas de syndrome de glissement, ou peut-être, je pose la question par rapport à la stimulation magnétique transcrânienne, est-ce qu'elle est indiquée aussi quand on est face à un syndrome de glissement, tout en sachant que c'est une situation harmonismatique. Dr. Khalel, votre micro est fermé. Voilà. Là, c'est bon, je pense. Vous pouvez parler. J'ai pas écouté la question. Ah bon, je répète rapidement. Le syndrome de glissement. D'abord, oui. Est-ce que c'est une complication d'une dépression qui n'a pas été diagnostiquée, ou c'est un équivalent dépressif? Et face à un syndrome de glissement, est-ce que l'électroconvulsivothérapie est mieux indiquée que le traitement antidépresseur, voilà les deux à la fois, voilà peut-être la stimulation magnétique transcrânienne? Qu'est-ce que vous en pensez?
c'est polémique, hein, dépression, Oui, syndrome de glissement. C'est pour ça que je pose la Certains ne question. peuvent pas entendre parler de dépression dans le syndrome de glissement. Certains parlent d'une co-occurrence. En tout cas, quand il y a des symptômes dépressifs dans le syndrome de glissement, pour que On peut trouver, hein, y a pas de oui, problème. quand il y a vraiment des symptômes dépressifs dans le syndrome de glissement, du moins, je vais parler maintenant de mon expérience. Hein. Ouais. Le CT peut être vraiment une solution miracle. On a eu des situations vraiment où des personnes ont été sauvées grâce à l'ECT. Je pense que c'est des situations, on le sait, hein, à travers la clinique du patient, son état, tout ça. Est-ce qu'on peut attendre ou pas de mettre en place un traitement antidépresseur? Souvent, il ne faut pas attendre, il faut passer directement à l'ECT, mais reste à convaincre la famille, reste à convaincre Oui. de faire l'ECT. Mais réellement, on a des résultats extraordinaires avec l'ECT dans cette indication-là et dans les dépressions avec caractéristiques psychotiques aussi. On a d'excellents résultats. Et pour la RTMS, ouais. il n'y a vraiment pas d'indication hein, pour le syndrome de glissement. La RTMS, c'est light. C'est vraiment light. Pour des dépressions, l'idéal, ça serait pour des dépressions qui ne sont pas traitées depuis très longtemps. C'est pour des gens qui commencent leur parcours. Ce n'est pas vraiment un traitement. Et puis, c'est sur un fauteuil. Hein, la RTMS, j'imagine que quelqu'un qui est dans un syndrome de glissement, c'est pas pratique. C'est quelqu'un qu'on va amener à consulter tous les jours ou 2 fois par jour pour faire ses séances de RTMS, parce que ça se fait tous les jours ou une fois par jour les séances. Et donc, c'est pas compatible avec quelqu'un qui a un syndrome de glissement ou même qui a quelqu'un qui est altéré sur le plan moteur, par exemple. C'est plutôt pour les sujets âgés jeunes. D'accord. 65 ans, 70 ans, c'est plutôt ça. Les jeunes âgés, voilà. Oui, les jeunes. Et surtout, là, par contre, une donnée intéressante, il y a des études en cours, on n'a pas encore de certitude, mais il y a une amélioration aussi des capacités cognitives hein, avec la RTMS, par contre. D'accord. C'est-à-dire que quand on a une dépression associée à MCI, c'est très intéressant d'essayer la RTMS. Mais si vous permettez, juste, docteur, notre ami du groupe des gériatres, voilà, docteur Ktar, il demande la parole juste avant de passer à un cas clinique. Bonjour tout le monde. Alors, si vous m'écoutez, oui, bon, je rejoins au fait Hatem, j'ouvre le chapitre du syndrome de glissement. Léo, vraiment, c'est une gériatre, c'est une situation d'impasse. Oui. On se ramène sur des patients dans le cadre de ce syndrome de glissement avec une altération de l'état général et tout ça. Et là, selon ce que vient de nous rapporter Dr Khaled, la convulsivothérapie reste une alternative thérapeutique très intéressante. Surtout qu'on voit que c'est un truc qui se fait beaucoup plus fréquemment ailleurs que chez nous. On hésite au fait à le faire, on se retrouve avec des patients, bien sûr, nos sujets âgés, mais aussi on arrive à un état où ils sont vraiment altérés, où on hésite, est-ce qu'il faut vraiment les exposer à une anesthésie ou pas? Et c'est ça tout le dilemme. On voit que l'indication y est, mais est-ce que nos patients arrivent à supporter? Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un taux d'exécution, si ça se dit, où l'RTMS est très peu, où la convulsivothérapie ou l'électrothérapie est très peu utilisée chez nous dans cette indication particulière. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, là, Saad? C'est ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'ECT, en termes d'anesthésie, c'est pas du tout lourd. Hein. C'est du déprimant. C'est vraiment une anesthésie très courte. Parfois, on utilise l'étomidate. C'est des agents d'anesthésie d'action très courte. C'est une anesthésie de 3 minutes.
c'est une anesthésie qui dure moins que celle de la fibro ou de la colo. D'accord. Ouais. Et donc, pour ces sujets, pour un sujet âgé, on fait des fibros, on fait des colos. Le sujet est complètement curarisé par de la célocorine, donc même les risques traumatiques sont nuls, parce qu'il il faut pas imaginer que quand on fait le CT, il y a des risques traumatiques, hein, parce que vraiment, il est complètement curarisé et ne bouge pratiquement pas au moment de la stimulation. Ça se fait donc. Je pense que les médecins anesthésistes réanimateurs, c'est à eux d'évaluer est-ce qu'ils peuvent l'anesthésier ou pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a anesthésié des patients assez lourds. Le seul problème, c'est quand il y a vraiment des troubles du rythme cardiaque. Quand on a là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a peur d'avoir des emboles au niveau cardiaque. On préfère faire des échos cardiaques, vérifier qu'il n'y a pas d'embole, parce qu'on a peur d'induire quelque chose au moment de la stimulation. Mais sinon, si vraiment c'est une altération de l'état général avec un bon fonctionnement cardiaque, le CT peut être une alternative très intéressante. Et puis c'est une situation, comme tu le dis très bien, Lisa, c'est une situation d'impasse. Et donc, face à une impasse, on a une alternative thérapeutique, pourquoi pas. Permettez-moi, avant de passer à un cas clinique, Sila Habib, je suis désolée, le docteur Achraf El-Khmili pose la même question plusieurs fois, il veut absolument une réponse. C'est par rapport au score d'Hamilton, est-ce qu'il est utilisable chez le sujet âgé? Oui, le score d'Hamilton, je pense qu'il peut être utilisé, mais vous avez vos échelles aussi. Hein, oui. Comme vous le dites, il y a les échelles. Effectivement, on a déjà parlé. Oui. Ouais. Non, les échelles, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça rassure le prescripteur, ça rassure le médecin, c'est utile. Et ça permet aussi de faire une évaluation à distance. Parce que quand on a une échelle, la prochaine consultation, on refait une échelle et on a une différence, le delta, c'est l'amélioration. Donc, on termine, docteur, avec un cas clinique, si vous permettez. D'accord, il faut qu'on choisisse maintenant. On fait ça, on va faire ça. D'accord. Donc, un cas clinique, j'ai choisi quelques cas cliniques, on va prendre celui-là. C'est juste pour une ouverture, hein. C'est pas un cas clinique qu'on va essayer de résoudre. Donc, c'est Madame T, âgée de 79 ans, qui vit avec son mari. Ses enfants sont éloignés, donc ils ne sont plus à la maison, ils sont partis. Elle souffre d'une myélodysplasie depuis plusieurs années. Un avis psychiatrique a été demandé devant une suspicion de dépression. Donc, présentation anxieuse au premier plan, absence d'antécédents particuliers. J'arrive pas. Pardon. Donc, présentation anxieuse au premier plan, absence d'antécédents pathologiques particuliers, hospitalisation récurrente au cours des derniers mois pour des transfusions ou des complications infectieuses en rapport avec sa maladie. Elle va mieux physiquement, mais ne veut pas rentrer chez elle par peur des complications. Ne se projette pas du tout dans aucune activité agréable. Elle a un mauvais sommeil. Les symptômes sont présents depuis plusieurs semaines. Le diagnostic d'épisode dépressif modéré à présentation anxieuse, introduction des citalopram 10 mg, ensuite 20 mg, amélioration régulière lui permettant un retour à domicile dans de bonnes conditions. Cette Madame T a été réhospitalisée quelques semaines plus tard. Nouvel avis psychiatrique demandé devant une suspicion de rechute dépressive. La présentation est cette fois-ci différente. L'anxiété est modérée. Elle note une certaine douleur morale. Il y a une asthénie forte, l'empêchant de se lever, mais elle a envie d'être chez elle, où elle se sent bien. Elle a envie de se promener dans son jardin. La souffrance est liée à l'inadéquation entre ses envies et son état physique. Donc,
capable de se projeter dans des choses plaisantes, elle est capable d'envisager, de ressentir ou d'éprouver du plaisir. La souffrance morale en lien, là, elle est avec les conséquences physiques de la maladie et non avec une rechute dépressive. Et c'est comme ça qu'on fait la différence. On n'est pas là dans une rechute dépressive, mais plutôt dans un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Ce n'est plus la même chose. La patiente s'est améliorée, elle est capable d'envisager, mais l'environnement, ce qui provoque cette humeur dépressive, c'est plus une réalité au niveau de l'environnement. Et là, il faut faire vraiment la part des choses. On ne va pas traiter l'environnement, on ne peut pas le traiter. Et donc, il faut parfois accepter une symptomatologie dépressive qui n'arrive pas au degré d'épisode dépressif majeur. À ce moment-là, c'est beaucoup plus un accompagnement, c'est beaucoup plus de la psychothérapie parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un épisode dépressif majeur comme au début. D'accord ? C'était ça le cas clinique. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un veut discuter ce cas? Micro aussi. Ton micro est fermé. Hatem, ton micro est fermé. Il est encore fermé. C'est bon. Très bien. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Non, le cas clinique, je pense qu'il est clair. Donc, les présentations, les deux hospitalisations ne se présentent pas de la même manière. Ça, c'était clair. Mais s'il y a d'autres qui vont... Je veux revenir à la dépression et démence. Mais juste une petite parenthèse par rapport au cas clinique. Justement. Là, ce que je vois, ce que je voulais éventuellement évoquer aussi, c'est ce problème d'hospitalisation chez le sujet âgé. Plusieurs études pensent que, plusieurs écoles plutôt, pensent que éventuellement mettre des sujets âgés lorsqu'ils sont soumis à des hospitalisations, à des investigations assez lourdes en matière d'exploration dans le cadre bien sûr de leur prise en charge médicamenteuse, médicale. Est-ce que parfois on a tendance de les mettre sous des antidépresseurs systématiquement parce que très probablement ce genre de vécu et dépressiogène chez eux. Est-ce que si vous êtes dans cette logique, est-ce que éventuellement, par exemple, un sujet âgé qui fait un infarctus, est-ce qu'il faut le mettre systématiquement sous des antidépresseurs? Voilà, un sujet âgé qui fait un AVC, est-ce qu'il faut le mettre sous des antidépresseurs lorsqu'il subit cet épisode assez, disons, mal vécu, difficile à vivre? Oui, c'est une situation où il y a beaucoup de... Les experts ont des réactions assez différentes. Par exemple, je me rappelle une équipe de chirurgie cardiovasculaire à Genève donnait systématiquement du Prozac à tous les patients opérés. Oui, ça peut être des doses comme ça de Prozac, d'IRS, peut être envisagé, surtout dans des situations où le sujet est confronté à la mort, à la disparition. Je pense que c'est un trauma très important et les risques de développer une dépression sont très importants. Ceci étant, ça serait difficile d'imaginer un recours automatique aux antidépresseurs face à toutes les situations. Je préfère, au lieu de dire on prescrit systématiquement des antidépresseurs, je préfère qu'on transmette, qu'on essaye d'être vraiment assez connaisseur de la clinique de la dépression
et être aux aguets pour chercher à chaque fois s'il y a un symptôme dépressif ou pas, s'il y a suffisamment d'éléments cliniques en faveur de la dépression et à ce moment-là traiter. Et je pense que c'est possible, vraiment. Je pense que là, probablement des situations comme ça, de chirurgie à cœur ouvert, des pontages. J'ai souvent vu des dépressions dans les suites d'épisodes comme ça. Maintenant, prescrire ou pas, je pense que quand il n'y a pas d'AMM, quand il n'y a pas d'indication claire, c'est quelque chose qui reste possible, mais qui doit être discuté avec le patient en l'informant de l'absence d'AMM, que ça pourrait être utile. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que notre but aussi, c'est d'alléger les ordonnances. Il faut que ce soit compatible avec ce qu'il prend déjà comme traitement. Très bien. Donc on passe au deuxième cas, si vous permettez. Oui, absolument, oui. Donc, deuxième cas clinique, monsieur... Donc, monsieur S, 74 ans, déprime depuis la chute de son pommier. C'est pour ça que j'ai mis une photo d'arbre. Dans l'anamnèse, on trouve une notion de trauma crânien sans perte de connaissance. Au scanner cérébral, on trouve un petit hématome sous-dural frontal, un tassement vertébral hyperalgique, une amnésie lacunaire. La famille nous rapporte une modification brutale du caractère. Il est devenu passif, apathique, avec une indifférence affective, un arrêt de ses agricolages et le violent surtout, parce qu'il aime bien le violent. Monsieur S, à l'entretien, rapporte une plainte douloureuse à la mobilisation, justifiant son apathie. Il rapporte une dévalorisation, un manque de goût, des troubles de la concentration, pas de plainte cognitive spontanée. Dans ses antécédents médicaux, on note une hypertension artérielle, une arythmie complète par fibrillation auriculaire, une hypercholestérolémie, un diabète non insulinodépendant. L'interrogatoire ciblé, cognition, trouve des troubles cognitifs minimes. Est-ce que ces troubles-là existaient avant la chute? Il a des trous de mémoire, désorientation en voiture, difficulté à trouver ses mots. Il est assez autonome pour les activités de la vie quotidienne. Son MMS est à 28 sur 30. Il a quand même un ralentissement idéique. Hypothèse diagnostique. Donc, c'est le déclin cognitif léger qui préexistait avant la chute, une symptomatologie séquelaire du trauma crânien, une dépression réactionnelle ou douleur séquelaire, son hématome sous-dural peut-être quelque chose. Donc, face à ça, la conduite à tenir, on a fait une évaluation neuropsychologique, donc pas d'effet d'apprentissage au test de Grober, peu d'effet de l'indissage. Le WISE, on trouve qu'au niveau des similitudes, c'est très perturbé, pas de troubles praxiques. Au niveau du langage, il a un score de 77 sur 80. Les fluences catégorielles sont diminuées, le Stroop et le TMT sont perturbés, avec une perte de la flexibilité et des interférences. Donc, le total, on parle plus d'un syndrome dysexécutif. Au niveau du scanner cérébral, on a une atrophie à prédominance postérieure. Donc, face à ça, le diagnostic retenu, c'est une maladie d'Alzheimer légère avec dépression. Le traitement, IRS et des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. L'évolution à 1 an, aggravation de l'apathie, opposition à la toilette, réémergence des plaintes douloureuses, famille très inquiète, surstimulation de Monsieur S. Monsieur S, dévalorisation, conscience douloureuse des troubles mnésiques, MMS 25 sur 30, donc ça a diminué. 0 sur 3 en rappel différé, épouse déprimée et irritable car souffre d'une maladie de Parkinson. Donc on l'hospitalise.
en 48 heures, reprise d'activité, disparition de l'apathie, participation active de groupe, jovialité, demande sans violence. Donc, c'est un cas clinique que j'ai récupéré d'un collègue français, au fait, pour dire que l'environnement peut être vraiment très toxique à un moment donné et peut être à l'origine de la non-amélioration du sujet. Là, le fait de faire une sorte de séjour de rupture à l'hôpital a permis une amélioration du patient. Et donc, ce n'est pas toujours une absence d'efficacité du traitement. Parfois, c'est l'environnement qui ne permet pas d'avoir cette amélioration. Merci, Dr Khalel. Merci à vous. Je pense qu'on peut clôturer malgré qu'il y a beaucoup de questions et ça nécessite peut-être une autre session. Hein. Ah oui. Effectivement, effectivement. Voilà. Donc, Dr Khalel, je vous remercie énormément. Merci à vous tous, merci à tous les collègues. Aman, si Habib, il y a une chose importante, hein, avant de clôturer. Par rapport dans le sens de ce cas clinique, parce qu'il y a une dépression et un trouble cognitif associé. Là, je pense, les preuves des 5 mots de Dubois, elle a sa place particulière. À la khatria, cette épreuve, elle utilise l'encodage pour faire rappeler les 5 mots. Et généralement, le sujet atteint d'Alzheimer, de troubles cognitifs, n'arrive pas à trouver les mots, même avec l'encodage. Et le déprimé, il va revenir et trouver son encodage. Donc, l'épreuve de 5 mots, une dépression, une démence, et on n'arrive pas à faire la différence. Donc, elle a sa place et voilà. Donc, c'est une épreuve que moi, personnellement, j'utilise beaucoup pour faire la différence, mais bien des troubles dépressifs, troubles de l'humeur, que ce soit si c'est dans le cadre d'une démence, troubles de l'humeur, dans le cadre. Voilà, donc c'était ma remarque. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Dr Brik et juste Dr Khalel, en fait, je suis actuellement inscrite au CEC maladie d'Alzheimer et maladie apparentée. Et le test de 5 mots, lorsqu'il est pathologique, il signifie qu'il y a un profil hippocampique. Et le profil hippocampique, ça veut dire des troubles cognitifs qui peuvent cadrer avec une maladie d'Alzheimer. Voilà, donc c'est très important de le faire. Je suis tout à fait d'accord. C'est le genre de test très intéressant et qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Parce qu'en plus, très simple. En plus, très simple. Merci, voilà. C'est Habib, si vous voulez conclure. Oui, donc merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre participation active et très fructueuse. Donc, je propose qu'on peut proposer d'autres sujets et d'autres dates pour compléter ce sujet et les filles métrales, je pense. Et pourquoi pas traiter d'autres sujets. Donc, Inch'Allah, on va se voir très très prochainement. Merci beaucoup pour votre participation. Effectivement, Sila Habib, si vous permettez, juste. Voilà, je voulais juste vous remercier encore une fois, remercier Razi pour son professionnalisme et remercier MC Pharma Hollandberg pour la disponibilité de ce webinaire au nom du groupe des gériatres de Grand Tunis. Merci. Merci à vous, merci Dr Khalel. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Merci à vous. À la prochaine, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine activité du groupe des gériatres de Grand Tunis.
Alors, vous pouvez suivre toutes nos activités sur notre page Facebook, Groupe des gériatres du Grand Tunis. Voilà, merci et à la prochaine.